Depuis 2010, nous écrivons sur la cause qui vous tient à cœur dans le magazine Afri-Impact. Since 2010, we have been writing about the cause that is close to your heart in the magazine Afri-Impact. Il y a 4 ans, nous vous célébrons pour la cause dans laquelle vous excellez avec le prix Afri-Impact, la célébration des personnes influentes. 4 years ago, we are celebrating you for the cause in which you excel with the Afri-Impact Magazine Awards, the celebration of influential people. Ça fait 2 ans, nous avons ajouté une voix et une image à votre cause à travers Afri-Impact Radio et Télévision. It's been 2 years since we added a voice and an image to your cause through Afri-Impact Radio and Television. Venez écouter les autres parler de leur cause. Découvrez la vôtre. Come listen to others talk about their cause. Discover yours. Abonnez-vous gratuitement à Afri-Impact Magazine YouTube Channel TV. Subscribe for free to Afri-Impact Magazine YouTube Channel TV. Partagez votre cause avec le monde. Ici, seulement, à Afri-Impact Magazine. Share your cause with the world. Here at Afri-Impact Magazine YouTube Channel. Afri-Impact Magazine a le plaisir de recevoir aujourd'hui Madame Miki Bondo, députée à Maine, dans Portland, qui va nous parler de son parcours, de difficultés rencontrées et de l'accomplissement. Bonjour Madame Bondo. Bonjour bien Monsieur Andy Kalala. C'est vraiment un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Vous faites la fierté des Congolais ici aux États-Unis. Vous avez été député. Mais on voudrait commencer par la Belgique où vous avez été instruite. C'est là, au fait, que vous avez posé les fondements. Absolument. Parlez-nous de la Belgique. Wow! Merci bien. Déjà, merci. C'est tout un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui et vraiment un honneur d'être nominé pour cette année. Ouais. Parlons de la Belgique. C'est une longue histoire. C'est à l'époque où on nous appelait encore les Belgicains. Donc, ouais. Étant donné que j'ai terminé mes études humanitaires à l'école belge, lycée Prince de Liège, au Congo, ancien Zaïre, et j'ai été poursuivre mes études universitaires en Belgique. Donc, j'ai commencé d'abord à Namur, à Notre-Dame de la Paix, et puis j'ai terminé à Bruxelles, à Saint-Luc, où je suis sortie avec une spécialisation en biochimie médicale. Ça a été un parcours tellement riche en connaissances, parce que déjà par l'éducation que j'ai eue et surtout l'investissement de mes parents et surtout de mon père sur l'éducation, parce qu'il a toujours eu ce principe que tu peux tout perdre, mais jamais la connaissance. Donc l'éducation était vraiment primordiale et vraiment centrée dans la famille. Et c'était vraiment les principes qui nous dirigeaient, qui nous donnaient plus de valeur entre enfants, parce que notre père était journaliste. Donc, c'était vraiment un élément important pour nous de valoriser l'éducation au premier plan. Et de la biochimie à la politique, ça ne s'allie pas. Oui, effectivement. Mais vous savez, j'ai toujours dit, c'est... mon parcours dans la politique, je l'ai toujours un peu défini comme une audacité dans l'action, en fait. C'est par rapport à certaines circonstances. Quand on immigre dans un pays qui n'est pas le sien, donc il y a certaines réalités que nous faisons face. Et arrivé aux États-Unis, donc depuis quasiment 25 ans maintenant, j'ai eu un parcours. J'ai vécu 14 ans en Georgie, en Atlanta.
ou par rapport à une métropole comme Atlanta, c'est quand même assez difficile en tant qu'individuel de pouvoir émerger, et surtout en tant qu'immigrant. Avec un accent, on a plusieurs barrières de la langue, de l'émancipation de la femme, les droits que nous pouvons absolument défendre, que nous n'avons pas. Et c'était quand même assez important pour moi pour me redéfinir, au fait, savoir un peu quels sont les différents cheminements que j'aurais voulu poursuivre. Donc, j'ai commencé par me rééduquer, comprendre d'abord le système américain en soi, pour une meilleure intégration, pour l'émancipation de moi-même et surtout de ma famille en premier lieu. Et qu'est-ce qui vient de la Belgique ou d'Atlanta que vous avez amené en politique? C'est l'audacité, c'est le courage et c'est la connaissance. Et surtout, c'est de la Belgique, c'est l'éducation, c'est cette confortabilité, c'est cette aisance de parler, de devenir un public speaker, parce que c'est par rapport au langage que j'ai pu acquérir pendant toutes ces années qui m'ont permis de pouvoir être, de ne pas avoir ce complexe, au fait. De ne pas avoir ce complexe. Donc, je peux être devant un monde et pouvoir m'exprimer parce que j'ai des valeurs intrinsèques que mon parcours éducationnel m'ont permis tout justement d'acquérir. Et arriver à Atlanta, c'est le combat dans cette jungle de la vie d'Atlanta et des États-Unis en soi, qui permet que tu dois te redéfinir, tu dois combattre et savoir vraiment ajuster ses valeurs et savoir là où tu vas. Parce qu'à la fin, quand vous pouvez le savoir, on arrive ici, on a un diplôme, on a un degré et ce n'est pas reconnu. Donc, il y a un combat déjà éducationnel dans le premier plan. Et après, c'est la valeur de la femme en soi qui est totalement redéfinie en tant qu'immigrante. Donc, mon parcours de la Belgique et arrivé à Atlanta, ça m'a vraiment boosté, m'ont permis de pouvoir me relancer, de redéfinir où je suis et de voir un peu quelles sont les actions que je peux absolument mettre en place pour pouvoir évoluer au niveau des États-Unis. Et c'est ça, le bagage vraiment intellectuel, le bagage combatif que j'ai vraiment amené. Et puis, cette audacité, absolument, de pouvoir amener le changement dans la vie. Parce que c'est un peu une remise en question, en fait. Arriver aux États-Unis en tant qu'une femme intellectuelle, mon premier travail, c'était à McDonald's. Donc, c'est quelque chose qui m'a vraiment revoltée. Et à chaque fois, je me disais, qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Je ferais mieux de repartir. J'avais ma clinique, j'avais un centre médical et j'avais tout un système laboratoire que je dirigeais. Donc, ça m'a vraiment révoltée et c'est dans ce sens de révolte que je me suis dit, je ne devrais pas baisser les bras. Et en tant que mère, j'ai des filles, je me suis dit, je suis un exemple pour mes filles et absolument comment est-ce que nous allons nous définir au niveau des États-Unis afin de pouvoir progresser. Donc, ce révolte-là qui m'a permis en tout cas d'émanciper et de lire et de beaucoup faire de recherches et de pouvoir m'orienter. Okay. Martin Luther King a été motivé par l'injustice. Obama a été motivé par le changement et il voudrait voir le changement. Quelle est la cause qui vous tient à cœur et qui vous a poussé en politique? C'est surtout cette manque de voix. J'ai toujours dit, et j'ai même dit ça à mes enfants, quand vous n'êtes pas sur la table de décision, vous êtes dans le menu. Donc, c'est-à-dire que vous êtes sacrifié par les décisions qui sont prises. Intéressant. Et j'ai toujours défini l'intégration par rapport à un processus de transformation fait dans un environnement bien déterminé. Et c'est là tout justement. Et mon héros, c'était Maya Angelou. Parce que Maya Angelou, j'aime bien le quote qu'elle a toujours eu, c'est-à-dire que je suis arrivée dans ce monde, ce n'est pas pour survivre, mais pour exceller. Et la manière de le faire, je le fais avec un style. Et le style que tu le fais, c'est avec une passion, une compassion et une détermination. Donc, moi, absolument, c'est ce quote-là de Maya Angelou que j'ai toujours eu comme inspiration, qui vraiment m'a efforcé et poussé à pouvoir développer par rapport à une discrimination et un racisme
par rapport à ma couleur de peau et à ma propre émancipation en tant que femme. Donc, c'est là où mon féminisme, en fait, a pris le dessus, parce que bien que je suis dans la politique, mais je suis aussi dans l'émancipation de la femme immigrante, de pouvoir refaire naître cette confidence et ce skill que nous avons toujours amené pour devenir un leader. Et alors là, vous vous retrouvez député. Comment ça s'est passé? Voilà, arrivé ici à Portland, donc quand j'ai fait le changement, déménager d'Atlanta, c'était tout justement après, quand à Atlanta, j'étais au premier mandat d'Obama. Oui. Donc, j'ai un peu, j'ai fait des recherches, j'ai été dans le caucus à partir d'Atlanta parce que le crash qu'on avait économique à partir le dernier mandat de George Bush, le fils, c'est là tout justement à partir, le Sud a eu vraiment un problème de bankruptcy. Donc, il y a eu beaucoup de compagnies qui ont eu, on a eu un fail-out financier au fait, qui a fait que beaucoup de compagnies ont perdu leur richesse. Donc, c'est en ce moment-là que j'ai commencé à analyser le bien-être en se disant, au fait, qu'est-ce qui va se passer, nous, en tant qu'immigrants? Parce que, vous savez, il y a toujours cette proportion, cette ratio entre les Blancs américains, les Noirs américains, Afro-américains, et nous, les immigrants que nous venons, bien que nous venons d'Afrique. Donc, nous sommes un peu dans le milieu, entre le milieu entre les deux races, au fait. Ouais. Bien qu'on nous a toujours tendance à nous amener vers les Noirs, bien sûr, parce que nous sommes là, mais des fois, les Noirs américains d'ici nous rejettent d'une manière ou d'une autre par rapport à une certaine culture. C'est ça. Donc, je me retrouve en plein milieu, en train de naviguer, balancer entre les deux, en train de me redéfinir. Quelle est la propre identité que j'ai, au fait, pour me redéfinir en tant qu'immigrante et en tant que personne de couleur. Et je regarde le social, je regarde le système éducationnel américain, le système social, le système de santé. Donc, tous ces systèmes n'ont jamais été définis pour les personnes de couleur. Ça a été défini par rapport à un privilège que les Blancs américains ont toujours eu par rapport à des générations et des générations depuis l'esclavagisme. Donc, c'est là tout justement. Et quand Obama a été élu, je me suis dit, yes, we can. I mean, tout est possible. Et en ce moment-là, en tant que mère, je reflétais par rapport à moi-même et à mes enfants. Et arrivé ici à Portland, où quasiment c'est un État à 95% blanc, donc une petite minorité des gens de couleur. Alors, je devais absolument m'exploser. Et c'est là où j'ai eu l'opportunité. J'ai commencé à travailler dans le système éducationnel parce que quand je suis arrivée à Atlanta, j'ai dû changer de direction. Donc, j'ai additionné mes diplômes en allant en business administration et puis en faisant aussi liberal arts. Donc, c'était plus au niveau de l'éducation. Alors, comme je travaillais dans les écoles pour mes enfants, j'étais volontaire au niveau de mentoring and coaching programme. Donc, quand je suis arrivée ici, le temps d'aider mes enfants à naviguer le système scolaire, académique, j'ai commencé à réaliser qu'il y avait une certaine discrimination au niveau des écoles et les opportunités des enfants de pouvoir émerger. Et donc, je suis devenue une grande défense, commencer à défendre le droit de la femme et des enfants immigrants, premièrement. Donc, c'est ça, cette transition qui m'a permis de me lancer dans la politique. Étant dans le mécanisme, j'ai pu analyser les déboires, j'ai pu analyser les challenges, j'ai pu analyser les obstacles que nous, en tant qu'immigrants et surtout personnes de couleur, arriver dans un État où vous n'avez quasiment pas le monopole de choisir. Donc, les décisions sont déjà là. Il y a un statu quo qui dit que non, ça, c'est toujours ce que nous avons toujours fait et on ne change pas. Donc, c'était vraiment une limitation d'accessibilité aux services, au fait. Et c'est ce qui m'a fait que je me suis dit, on doit absolument essayer d'évoluer. Donc, j'ai commencé à advoquer au niveau des écoles. J'ai commencé comme je n'ai pas pu continuer avec la biochimie, avec les recherches, donc ce qui m'a permis, j'avais la science dans la tête. Donc, j'ai continué à faire le service volontaire des enfants qui revenaient des camps de réfugiés du Kenya. Donc,
du Kenya. Donc, il y avait les Somaliens, il y avait les Soudanais et puis il y avait les Rwandais à l'époque qui étaient vraiment concentrés au niveau du Kenya, il y a presque 10 ans de cela. Et c'est cette population que j'ai trouvée ici quand je suis arrivée à Maine. Donc, il n'y avait pas d'intégration, il n'y avait pas une bonne transition de ces enfants dans d'autres aspects de l'éducation. Donc, j'ai commencé à faire le coaching et à mentoring ces enfants-là. Et étant dedans, dans le mécanisme, c'est là où on découvre effectivement les barrières. Alors, les barrières, pour les résoudre, vous devez arriver à un niveau de décision. Vous devez arriver au niveau, comme vous savez, policy making. Vous devez arriver à la décision où you have a voice. Donc, je suis devenue ce voice for voiceless et essayer vraiment de commencer à parler, aller au niveau de State House et commencer à advoquer pour le droit éducationnel. Donc, c'est un peu ça, ces transitions. Et dès que j'ai eu l'ouverture de la politique, je me suis dit, I think it's time for me. Et c'est là où j'ai commencé à sentir, vous savez, c'est quelque chose qui est, c'est une chose qui est divine, au fait. Hein. Vous sentez que that's your time. Et que avec tout ce que j'avais bâti comme lobbying, networking et la voix que j'avais relevée, je me suis dit, I think I'm going to be the first Congolese American to do it. Intéressant. Mais il faut dire que l'eau n'était pas si courte que ça, elle était profonde. Surtout que vous viviez à Portland où, vous l'avez dit, la population est à 99% blanche. Comment êtes-vous arrivé à convaincre les Blancs à vous voter? Mes idées, ma vision et ma passion. Parce que, au fait, c'est par rapport aux facteurs réels, Monsieur Kalala, parce que c'est ce que nous vivons. On a des fois difficile à accepter la réalité, mais la vérité restera la vérité. Et quand vous amenez des facteurs les statistiques, quand vous amenez les facteurs réels, et que vous avez une vision de changement, et une vision de changement qui vient d'une personne de couleur, c'est-à-dire que qui est la mieux placée d'amener des substances, des idées, des perspectives que les Caucasians, donc les Blancs, n'ont jamais pensé, ou bien ils y pensaient, mais c'était vraiment pas la priorité de leur changement. Donc, il fallait vraiment essayer de casser ce ice, essayer de dire que non, it's not okay. Is not okay. Donc, le statu quo que vous avez toujours dirigé, is not okay. Nos enfants sont en train de faire, nos enfants sont en train de subir des échecs. Donc, le diplôme que nous avons à la fin de l'année, à la fin des humanités, ce n'est pas un diplôme qui reflète l'académie. Donc, c'est là maintenant, c'est là où je comparais par rapport à ma propre éducation. Donc, ce que j'ai reçu à l'école, au lycée Prince de Liège, parce que je suis aussi une ancienne du Mont-en-Bas. Donc, ce que j'ai reçu par rapport à mon parcours, et étant très bien formée, je connais la valeur de l'éducation et étant parent. Donc, je me suis rendu compte qu'il y avait de ces secteurs où il fallait absolument hausser le ton et ramener une certaine réalité par rapport aux décisions que nous sommes en train de mettre en place par rapport à cette ville. Si nous voulons absolument que la grande majorité des enfants des minorités puissent exceller, être dans des positions de leadership et avoir un chemin pour le succès plus tard. Parce que je voudrais un peu revenir en arrière. Nous avons sacrifié énormément. Les parents, ceux que nous avons laissés derrière, certains dans des pays étrangers avaient des postes, des positions très élevées. Et arrivé aux États-Unis, on s'est sacrifié, on se dit, on arrive ici, c'est pour les enfants. Et lorsque les enfants, quand les parents n'arrivent pas à être engaged ou être involved dans l'éducation par rapport à la langue, barrière de langue, par rapport peut-être au système éducationnel qui est fait différent par rapport à nos pays d'origine, c'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut absolument créer un changement où les parents se sentent dans une bonne structure pour pouvoir s'émanciper, s'intégrer et être engaged dans le processus académique tout justement pour le succès de leurs enfants. Parce que comme vous le savez, les premiers éducateurs, ce sont les parents. Et si les parents ne sont pas informés, si les parents ne sont pas éduqués par rapport à un système précis,
exactement, il y a un manque de prévalu tout justement pour le succès des enfants. Donc, j'avais mon message et ma vision étaient clairs. Et étant donné que je travaillais déjà dans le système et que j'avais déjà le lobbying des professeurs, j'avais déjà créé mon système de lobbying et comme j'étais déjà dans certains boards des grandes fondations, donc mon nom était déjà assez connu. Mais il me manquait seulement que cette plateforme-là d'autorité qui arrivait au point où je deviens un policy maker. Et quel est ce slogan avec lequel vous avez convaincu? L'audacité dans l'action parce que je suis immigrante, j'ai un accent, quand je parle anglais, j'ai un accent français. Et je suis mère, je suis une féministe et je supporte la progression de la famille. Donc, c'était vraiment ça, l'audacité dans l'action. C'est-à-dire que mon action était relever la voix des sans-voix. Oui, l'audacité dans l'action, vous l'avez dit, mais en même temps, vous avez mentionné quelque chose à laquelle je voudrais revenir. Vous avez parlé de la main divine. Comment avez-vous senti que c'était le moment? Vous savez, c'est quelque chose qui est inné, qui est en soi, qui apparaît. Hein? Et vous sentez bien que j'avais déjà des amis qui disaient, you know what, you can do it. D'autres qui me voyaient déjà arriver au niveau du State House, you can do it. Et j'essaie d'analyser cela en me disant, OK, c'est un commitment. Tu dois d'abord connaître, bien qu'on dit que même si vous vous intéressez pas à la politique s'intéressera toujours à vous, dans le milieu dans lequel vous êtes en train de naviguer. Et à chaque fois que je faisais des défenses ou des prestations, il y avait une certaine éloquence par rapport à mon langage et mes narratifs. C'est par rapport à une certaine connaissance de recherche que j'avais mis en place. Donc, à ce moment-là, dès qu'il y a eu une ouverture, il y a eu les élections qui se préparaient et le site de mon district était ouvert. Et c'est là, quand le site de mon district a été ouvert, j'ai eu une voix en moi qui me disait, I think it's your time. Et je voulais d'abord faire comme si je l'ignorais complètement. Je dis, non, I don't think so. J'ai vraiment ignoré ça. Je me suis dit, donc, je pense pas. Peut-être que ce sont mes propres pensées à moi. Parce que c'est big, c'est huge, c'est énorme. Et avec ça, je me suis dit que je devais absolument essayer de réfléchir et savoir si c'était vraiment ça. Donc, j'ai eu le temps en tant que chrétienne de pouvoir refléter à ça. Et je me rappelle, j'ai été faire une conférence parce qu'en plus de ça, je suis public speaker dans une grande fondation de la côte ouest qu'on appelle Nellie Mae Foundation, qui sont les champions sur les familles, les low-income families. Et je suis public speaker dans leur bureau. Donc, je vais présenter des conférences à travers les États-Unis sur l'éducation et sur les family engagement. Donc, j'étais tout justement à Columbus, Ohio. J'étais en train de présenter ma conférence et dans ma chambre d'hôtel, c'est là où tout justement je m'étais décidée. J'ai dit, dès que je reviens à Portland, I'll be around. C'est là où j'ai vu que I think it was my time. Et quand je suis revenue, effectivement, j'ai été au City Clerk pour prendre tout justement, pour m'enregistrer, m'enrôler et commencer ma campagne électorale. Et puis voilà, vous vous retrouvez déjà député, vous entrez dans votre bureau le premier jour. Comment ça se présente et comment vous terminez tout un mandat à ce niveau? Le mandat, parce que nous sommes dans le Parlement municipal de l'éducation. Donc, nous avons des commissions. Donc, je suis présidente, comme on dit ici, chair des commissions. Et arriver, donc, c'est assez complexe. Donc, c'est surtout cette honorabilité-là, cette autorité-là que vous avez, que vous n'avez jamais. Donc, vous devez, partout où vous allez, vous avez un certain respect. Et puis, ce contact avec les autres publics officiels, et surtout en tant que Congolaise, c'est ce qui m'a donné vraiment la fierté de pouvoir représenter nos valeurs, de savoir que nous sommes ici, mais nous ne sommes pas moindres.
C'est-à-dire qu'il suffit, comme je le disais, il suffit d'avoir ce commitment, cette passion et l'audacité de savoir que c'est possible et d'essayer. Et je me rappelle ma première session parlementaire quand on devait absolument être devant le public et j'étais un peu, avant même de prendre la présence, parce que bien sûr, on doit prendre la présence qu'on est présente au niveau du Parlement, de l'éducation. Et j'ai toujours mis ma présence en français. Donc, quand qu'on arrive à mon nom, donc moi, je suis toujours présente. Donc, j'ai toujours valorisé ma culture dans le Parlement. Et c'est ce qui a permis que les gens commençaient à me connaître. Et ma façon d'intervenir et mes réformes, mes motions et amendements que je devais absolument faire passer par rapport aux valeurs que j'ai toujours représentées et par rapport aux perspectives que je vais voir en tant que changement. Donc, ça a été quand même assez émotionnel. Donc, c'était assez quelque chose que je n'en revenais pas et qui est devenu réalité. Donc, avec beaucoup d'humilité, je me rends compte que c'était vraiment une voix divine qui m'avait interpellée en ce moment-là. Et comment vous avez traversé ces temps sombres que l'on connaît quand on vient d'ailleurs? Vous avez parlé d'ailleurs du fait, ça fait très bien que lorsqu'on appelle votre nom, vous répondez en français, alors que pour les autres, c'est une barrière. Comment vous avez fait pour aller au-delà de toutes ces barrières? Il y avait le langage, il y a l'accent, il y a d'abord le fait que vous n'êtes pas seulement noir, mais noir d'Afrique et tout ça. Comment vous êtes arrivé à vaincre toutes ces barrières? Je peux dire que j'ai été bénie d'avoir une forte personnalité, une personnalité que je me suis toujours dit, ça vient de mon Créateur, de mon Dieu, mais surtout aussi par rapport à mon père, qui m'a vraiment forgé. Et ce courage que j'ai dans ma propre personnalité qui m'a toujours permis d'avoir toujours la tête haute, même si je devais flancher ou bien m'écrouler, j'ai toujours cette capacité de me relever rapidement. Et ce qui m'a aussi aidé, c'est le bagage intellectuel que j'ai. Et c'est toujours ce que j'ai toujours dit à mes enfants par rapport au principe que mon père a toujours eu, que tu peux tout perdre, mais la connaissance que tu as acquise, tu ne la perdras jamais. Donc, même si arrivé aux États-Unis où j'ai commencé difficilement, mais j'ai toujours eu mon bagage intellectuel. Et les recherches, la lecture m'ont toujours aidé à avoir la tête haute parce que je peux être devant un public et je sais ce que je devrais dire. Je peux mener la conversation. Donc, je n'avais pas de complexe devant mes autres députés blancs qui ont le langage beaucoup plus enrichi que moi par rapport à leur langue. Mais mon débat est un débat intellectuel. Mon débat est un débat qui amène une certaine valeur et une certaine compromise for the change. Yes. Pour le changement, absolument. Parce que j'amène mes perspectives par rapport à des goals qui sont short term et long term. Ce que nous voyons comme impact dans les générations à venir, c'est ce que nous devons absolument préparer aujourd'hui. Parce que j'ai vu ce que mon père a préparé pour moi et ce que je suis devenue. Et les investissements que nous mettons maintenant, les policies, les réformes que nous mettons maintenant, c'est ce qui vraiment qui donne une bonne lancée pour le succès de nos enfants d'une manière générale dans les générations à venir. Donc, c'est par rapport à une forte personnalité et un caractère et le bagage intellectuel que j'ai toujours eu, que j'ai eu la grâce d'avoir. Ouais. Vous avez mentionné le bagage intellectuel. Je voudrais que vous puissiez nous expliquer un peu parce que qu'est-ce que vous entendez par bagage intellectuel? Il y a dans le bagage intellectuel, il y a l'instruction, mais il y a aussi la culture générale. Absolument. Le bagage intellectuel dont vous parlez beaucoup plus, c'est l'instruction ou la culture générale. Les deux combinés. Les deux combinés parce que ça va de pair. Étant donné, j'ai eu cette capacité de voyager à travers le monde, c'est ce que j'ai pu avoir. Donc, j'ai découvert plusieurs cultures. Et c'est cette richesse de culture qui me
qui m'a toujours permis d'être à l'aise dans presque tous les milieux. Et le bagage intellectuel, ce qui m'a permis d'être sur le banc de l'école, et c'est-à-dire que ce n'est pas seulement l'intelligence, c'est-à-dire l'assimilation d'une matière, mais la manière où vous la mettez en pratique. La manière où vous la distribuez, la manière où vous la présentez, la manière où vous la débattez, c'est là tout justement qui ouvre toute cette capacité et cette intelligence qu'on peut définir d'une personne. Et c'est là qui définit ses caractères intellectuels et ses caractères culturels en même temps. C'est cette valeur combinée ensemble d'une manière générale et d'une manière très particulière par rapport à une certaine éducation, comme on peut dire académique, que nous avons reçue, combinée à une valeur culturelle qu'une personne qui a cette habilité et qui a eu cette grâce comme habilité de pouvoir transcender cela à une autre génération. Et c'est là où je dis que c'est combiné, ça doit aller de pair. Le cordon ombilical avec votre pays d'origine, le Congo, est-il coupé complètement ou il est encore là? Il est encore là. Et qu'est-ce que vous dites, parce que vous êtes féministe, il y a des choses qui se passent à l'est de votre pays. Ça vous atteint jusqu'à quel niveau? Il y a une certaine, comment est-ce que je peux dire? Je prends un peu le recul, un tout petit peu, parce qu'il y a beaucoup de soubassements, il y a beaucoup de fondements que nous devons absolument analyser. Et je prépare d'abord une force ici, là où je suis, parce qu'en tant que députée aussi, je suis cofondatrice d'une organisation de femmes. Et ce sont les femmes immigrantes. Et dans les femmes immigrantes, nous avons les Congolaises qui font partie de mon organisation. C'est-à-dire que j'ai toujours dit, je suis en train de pas créer, mais au moins pousser à ces femmes qui ont ce leadership en elles, de les faire sortir, au fait. Et dès que nous sommes une force ici en tant que diaspora, on peut pouvoir intervenir parce qu'ayant quitté le pays il y a longtemps, il y a beaucoup de réalités que je ne suis pas informée de cela. Donc, bien que je suis passionnée par mon pays, je veux absolument qu'il y ait le changement, je veux absolument que nous puissions évoluer dans ce sens, mais il y a certaines réalités que je dois absolument m'imbiber pour comprendre comment est-ce que je peux exceller et essayer d'aider. Mais je ne peux pas le faire d'une manière individuelle. J'ai toujours été collective. C'est-à-dire que la force réunie par rapport à la force que moi, je ne peux pas, les autres qui peuvent venir le faire ensemble avec moi, nous pouvons le faire et amener un changement. Même pas un changement, mais moving the needle a little bit. On peut faire bouger quelque chose, et surtout au niveau des femmes. Donc, j'ai commencé cette fondation ici qui, j'espère, dans quelques années, peut être transcendée au niveau du pays. Et ensemble avec mes consoeurs congolaises, on aura déjà acquis un certain bagage, on aura déjà acquis un certain lobbying et un certain network des supports que nous pouvons maintenant amener et voir ce qu'il y a déjà sur place, s'informer des réalités qui sont déjà sur place et voir comment est-ce que nous pourrons faire. Mais en vous disant cela, j'ai toujours un petit pied un peu dans mon pays. Donc, je fais partie de la dynamique, de la dynamique des femmes du lac Mai-Ndombe. La dynamique des femmes du lac Mai-Ndombe, on est en train de pousser absolument à l'émancipation de la femme dans le lac Mai-Ndombe. Je n'ai pas oublié à l'est du pays, mais vous savez, il y a tellement politique, il y a tellement de choses, des enjeux que je ne voudrais pas tellement rentrer là-dedans parce que je suis aussi dans cette politique, donc il y a des choses que je ne peux pas trop entrer à l'intérieur, mais je suis plus dans la famille, dans le social et dans l'éducation. Comment est-ce qu'on peut intervenir dans cela plutôt? Donc, avec la dynamique des femmes du lac Mai-Ndombe, c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, on a pris, comme l'année dernière, on a pris en charge toutes les jeunes filles, presque de certains de nos districts qui vont à la 8e.
de pouvoir terminer cette 8e, parce qu'au niveau de l'intérieur, comme vous le savez, beaucoup, dès qu'elles tombent enceintes, elles ne peuvent plus continuer les éducations, ou bien elles sont épousées 2e, 3e femme par les grands messieurs. Donc, automatiquement, la scolarité est bannie. Donc, avec mes consoeurs, mes sœurs qui sont maintenant au Congo, je me suis alliée avec elles. On a supporté presque une centaine de jeunes filles dans le lac Mai-Ndombe par rapport à tout ce qui est frais scolaires. Donc, moi particulièrement, sans pour autant me jeter de fleurs, j'ai supporté 40 jeunes filles avec mes frères et sœurs, 40 jeunes filles dans le lac Mai-Ndombe à supporter leurs frais scolaires jusqu'à la fin des études. Donc, ça, c'est quelque chose pour vous dire que mon cœur est là. C'est mon pays et quand je suis congolaise américaine, il y a toujours quelque chose qui est associé. Dans le passeport américain, bien que vous avez la nationalité, mais vos origines restent vos origines. Et je suis fière de représenter le Congo et le peu de support que je peux absolument amener par rapport à mes capacités, je le ferai toujours. Depuis 2018, il y a un changement de système dans votre pays, le Congo. Est-ce que votre regard aujourd'hui rencontre les choses d'une façon négative ou d'une façon positive par rapport à ce que vous faites déjà dans le lac Mai-Ndombe? Je peux dire c'est à mi-chemin, parce que c'est une réconsidération des valeurs intrinsèques et de la culture. Donc, c'est-à-dire que nous, les Congolais, nous-mêmes, nous devons nous prendre en charge. Et nous prendre en charge, c'est vraiment avoir une conversation, un dialogue en tant que citoyens congolais. Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous voulons pour l'avenir? Parce que ce que je vois, nous sommes aujourd'hui, c'est parce que nos parents ont investi par rapport à une éducation académique. Mais le système éducationnel des enfants du Congo, c'est une mise en question. Une génération qui est quasiment sacrifiée pendant des années et des années. Qu'est-ce que nous espérons dans l'avenir? Parce que les adultes qui ont servi 20 ans, 30 ans, quand vous voyez comment est-ce que le mouvement est en train de s'amorcer, les gens prennent de l'âge et à un moment donné, Dieu les appelle. Donc, nous devons avoir un recyclage, nous devons avoir un héritage au moins. Et cet héritage, c'est ce que nous donnons à la jeunesse d'aujourd'hui qui vont nous remplacer dans l'avenir. Et c'est ce que je suis en train de toujours un peu regretter parce qu'il y a une bonne jeunesse qui a été vraiment sacrifiée parce que je regarde le système éducationnel, les écoles quasiment publiques n'ont pas cette valeur académique et intellectuelle et bagage intellectuel à donner. Ils font de leur mieux, mais je crois que nous pouvons faire mieux que ça. Et nous avons les capacités de faire mieux que ça. C'est la politique interne qui devra être revisitée et ce sont les politiciens de nos pays qui doivent absolument le faire. Intéressant, les politiciens de nos pays doivent vraiment le faire, y penser d'abord. Parce que vous êtes en train de préparer votre 2e mandat, qu'est-ce que vous promettez à la population immigrée qui se trouve à Portland et pour qu'ils vous fassent confiance et que vous puissiez revenir au bureau? C'est ça. Mes 3 ans de mandat, ça c'est bien dit, je suis en pleine campagne électorale, donc mes 3 ans de mandat ont été très relevants, c'était assez audacieux parce que je m'étais pas sentie comme une nouvelle au fait. Je m'étais sentie comme une continuation de mes pensées, de ma vision et de mes valeurs. Et c'était seulement cette plateforme qui me manquait au fait pour pouvoir exceller et les mettre en évidence et pouvoir maintenant trouver les policiers et les réformes pour effectivement refléter ce que j'ai toujours conçu. Et j'ai pu le faire dans beaucoup de compromises parce que nous sommes 9 parlementaires. Nous avons donc, vous pouvez avoir vos idées, mais ça doit être voté en majorité. Mais la grande majorité, j'ai pu vraiment exceller. On a eu de changements et j'ai même sponsorisé un policy sur l'equity. Donc, qui va rendre toutes les autres policies accountable
Donc, c'est-à-dire qu'ils vont se redéfinir sur ma policy que j'ai sponsorisée. Donc, j'ai travaillé de cela, ça fait 1 année et ça vient d'être voté. On vient de voter cela en juin dernier et ça va être en application. Donc, j'ai un parcours assez édifiant et en allant avec mon 2e mandat, c'est ce que j'aimerais, c'est l'implementation. Donc, l'implémentation maintenant de ces réformes et policies et puis la mise une mise en question aussi et une réévaluation, une analyse et une réévaluation de ces réformes sur place. Et aussi, comment est-ce que nous pouvons maintenant rendre, comment est-ce qu'on appelle ça en français, accountability, comment est-ce que les gens, les différents niveaux de leadership que nous avons au niveau de l'exécution, en fait. Une sorte de confiance. Comment est-ce qu'on leur met en confiance et on peut analyser maintenant le succès et pouvoir mesurer l'impact sur nos enfants. J'ai pu aussi faire le changement de tous les éducateurs, élever quand même le pourcentage des éducateurs noirs au niveau du système éducationnel public parce que le taux était très bas. Donc, avec ma défense et l'advocacy qu'on a pu changer les réformes, la manière de pouvoir engager et attirer les éducateurs de couleur. Parce que vous voyez, nos enfants, on a un système de public school où on a au moins 50% des enfants maintenant qui sont minoritaires et qui sont de couleur. Et vous savez que quand vous avez des éducateurs devant eux qui reflètent leur race, leur couleur de peau, ils sont motivés et ils les prennent comme exemple. Alors, on a pu maintenant changer ce mécanisme pour qu'on ait vraiment pouvoir attirer les éducateurs de couleur pour que les enfants puissent se retrouver dans le système éducationnel. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai travaillé dessus. Et nous avons aussi ouvert tout ce qui est preschool. Donc, j'ai pu travailler dans ma commission de pouvoir agrandir les opportunités des preschool parce que la petite enfance, elle est très importante pour le développement éducationnel de l'enfant. L'âge qui commence de 0 à 3 ans, c'est très, très, très important pour que le cerveau de l'enfant puisse commencer à se développer. Et quand vous n'avez pas accès à cette petite enfance, c'est exactement où il y a ce gap d'intellectualisme qui joue en défaveur de l'enfant. Donc, dans ma commission, on a pu créer des options où maintenant, il y a plusieurs options pour que les enfants immigrants puissent accéder dans la petite enfance. Donc, il y a plusieurs policies et maintenant, je vais plus dans l'analyse et l'évaluation et surtout l'implémentation de ces policies si je suis élue, pendant les 3 ans à venir. Et après le 2e mandat, la mairie et le gouvernorat vous tentent-ils? On peut se retrouver après 3 ans. J'ai plus ou moins la vision, mais je prends toujours jour par jour parce que c'est une grâce divine déjà de pouvoir arriver là où je suis. Donc, j'ai toujours dit que le reste appartient à Dieu. Et le parcours, je ne savais pas que j'allais arriver à ce point. Donc, j'ai eu un parcours et je sais que ce qui est devant moi est meilleur que ce que j'ai eu. Et, une clinique à vous en McDo aux États-Unis et puis député. Quelle leçon pouvez-vous donner à ceux qui voudraient marcher sur vos traces aujourd'hui? J'ai une clinique à Kinshasa. J'ai eu une clinique à Kinshasa. La Belgique, c'est là où j'ai fait mes études. Les États-Unis, j'ai eu un parcours assez, je peux vous dire, très enrichi. Donc, j'ai commencé au pavé et arrivé là où je suis. Donc, c'est-à-dire que c'est par rapport à une certaine détermination et un certain courage. Et surtout beaucoup d'humilité. J'accepte énormément les critiques et je discute et j'ouvre mes pensées à la connaissance. C'est-à-dire que ce que vous avez, M. Kalala, est très important pour que je puisse m'émanciper. Ce que mon voisin a, c'est-à-dire que les échanges d'opinions et les idées, c'est ce qui m'ont toujours permis de pouvoir exceller et d'apprendre, savoir que j'ai des plateformes où je suis limitée, mais je sais là où je peux prendre comme données et comme idées pour pouvoir m'élargir. Et c'est ce que je fais dans ma propre fondation comme
comme je vous le disais. Ouais. Parce que je ne voudrais pas que je sois la seule. Je voudrais qu'après moi, qu'il y ait une continuité, qu'il y ait des femmes leaders et surtout congolaises qui puissent se lever, africaines, qui puissent savoir qu'elle a commencé, comment est-ce que nous pouvons continuer. Et c'est ça. Donc maintenant, dans ma campagne de cette année, ce sont les Congolaises qui ont pris le management, ce sont les Congolaises qui sont en train de faire door, ce sont les Congolaises qui sont en train de collecter les signatures, ce sont les Congolaises, donc elles sont vraiment maintenant ancrées parce que je veux leur montrer cette manière d'intégration parce que le civic engagement, c'est ce que tout justement nous voulons absolument pour que nous puissions être part dans le changement et dans le mécanisme. Intéressant. Merci beaucoup, Madame Miki Bondo, de votre temps. Nous retenons le courage, la détermination et l'humilité sont les ingrédients du succès. Merci encore une fois de plus et bien de merveille. Merci beaucoup de cette nomination et d'avoir vraiment pris le temps de m'écouter. En tout cas, le plaisir est le mien.